La frustration. Ah, la frustration. C'est un mot qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Une sensation qu'on passe notre temps à essayer d'éviter. Mais et si au lieu d'être un échec, c'était en fait la clé? La clé d'une vie peut-être plus authentique? Allez, on plonge dans le sujet. Alors pour explorer cette idée, on va s'appuyer sur un texte. Et quel titre? Le manuel de savoir-vivre des enfants polytraumatisés du XXIe siècle. C'est volontairement provocateur, bien sûr, mais ce texte, il nous propose une vision complètement différente de cette émotion que notre société, elle fait tout pour mettre sous le tapis. Bon, pour commencer, on va se pencher sur une histoire. Une histoire très actuelle, en fait. C'est l'histoire d'une quête. Une quête de l'impossible. Une sorte de course folle vers un idéal qui, on va le voir, cache un poids énorme. Et tout part de là. De cette phrase si simple et en même temps si puissante. Elle voulait tout. C'est le point de départ du dilemme d'Eliette, le personnage central de notre texte. Ce désir de tout avoir. Et franchement, c'est un dilemme qui résonne en beaucoup d'entre nous, je crois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout? Eh bien, elle voulait l'agrégation, et les 2 articles à publier, et le 2e enfant, et la maison rénovée, sans oublier le corps parfait, bien sûr, et la relation parfaite. En gros, le but, c'était de ne rien perdre, ne rien sacrifier, ne rien abandonner. Rien que de l'énumérer, on sent une sorte d'épuisement, une pression de dingue. Mais cette quête d'Eliette, ce n'est pas juste son histoire personnelle. Non. En réalité, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste. On pourrait appeler ça un mensonge collectif. Et voilà, on y est. Le cœur du problème, il est là. On vit dans une culture qui nous dit en permanence que la frustration, c'est mal. On nous promet tout et tout de suite. Le message qu'on reçoit, c'est « si t'es frustré, c'est que t'as raté quelque chose, c'est un échec ». On nous vend ce rêve d'un monde sans la moindre attente, sans le moindre obstacle. Au fond de ce grand mensonge, il y a une tension fondamentale que Freud d'ailleurs avait très bien théorisée. D'un côté, il y a ce qu'il appelle le principe de plaisir, cette pulsion qui nous pousse à vouloir satisfaire nos désirs là, maintenant. Et de l'autre, il y a le principe de réalité, celui qui nous rappelle gentiment que, non, tout n'est pas possible. Tout le processus de grandir, de devenir adulte, c'est justement d'apprendre à jongler entre les deux. Le problème, c'est que quand une société entière oublie d'enseigner ce jonglage, les conséquences sont assez sérieuses. Ce refus total d'accepter la frustration, ça peut mener à des addictions, à de la violence et à une sorte d'immaturité généralisée. C'est un vrai cercle vicieux, en fait. Ok, mais alors, comment on sort de ce piège? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. Notre texte nous propose un vrai changement de regard. Une vérité qui, c'est sûr, n'est pas facile à entendre, mais qui est profondément libératrice. Commençons par redéfinir le mot. C'est quoi la frustration au fond? C'est tout simplement l'écart. L'écart entre ce qu'on désire et ce qui est possible. Ni plus ni moins. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est juste un fait. Une information neutre sur le monde qui nous entoure. Et ça nous amène au point de bascule, au cœur de la réflexion. La frustration, ce n'est pas notre ennemi. Ce n'est pas un monstre à abattre. C'est une enseignante. C'est elle qui nous apprend ce que sont les limites, ce qu'est la patience, et au final, ce qu'est la sagesse. Quand on comprend ça, ça change complètement la donne. Et sa plus grande leçon, c'est peut-être celle-ci. Choisir, c'est renoncer. Ça paraît simple, mais c'est hyper profond. À chaque fois qu'on dit oui à une chose, on est obligé de dire non à des milliers d'autres. Et accepter ça, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est l'essence même d'une vie qu'on choisit vraiment. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Comment on met ça en pratique? On va voir maintenant comment passer de la théorie à l'action grâce à ce que le texte nomme joliment l'art de renoncer. Et l'auteur utilise une métaphore vraiment très forte pour ça. Les petites morts nécessaires. C'est une image puissante, non? Ça désigne tous ces deuils qu'on doit faire de manière consciente. Faire le deuil de certaines ambitions, de certaines images de soi, pour pouvoir embrasser pleinement la vie qu'on a choisie, ici et maintenant. Le texte en identifie 3, qui sont particulièrement importants. D'abord, il faut renoncer à la perfection. Ensuite, renoncer au contrôle, à cette illusion qu'on peut tout maîtriser. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur de tous, il faut renoncer à l'image de soi. Cette image parfaite qu'on essaie de projeter en permanence. Et là, on revient à notre personnage, Eliette. Parce que c'est ça, sa grande prise de conscience à la fin. Renoncer, ce n'est pas un échec, c'est un choix. Ce sont des actes de courage en fait, des passages nécessaires pour enfin s'aligner avec ce qui est réel, et finalement, trouver une certaine paix. Et le texte se termine en retournant la question, une question qui nous est posée à tous finalement, une question qui invite vraiment à l'introspection. Parmi toutes les quêtes qu'on mène de front, quel est le renoncement qui pourrait, de façon assez paradoxale, nous libérer? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.